Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Leroux, journaliste, et de nos éditorialistes Alfred Chango et Samuel Gembok. En République démocratique du Congo, la Société congolaise des postes et télécommunications va lancer début avril le projet Triple Play. Ce programme comprendra l'accès à la connexion Internet, la téléphonie fixe et la télévision pour chaque foyer. Les travaux seront lancés dans un premier temps dans les grandes villes du pays. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Mettre à la disposition de chaque maison et bureau une connexion Internet, la téléphonie fixe et la télévision, c'est l'objectif du projet Triple Play que lance au mois d'avril la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT. La compagnie nationale qui détient le monopole du marché de la téléphonie fixe au pays compte ainsi reprendre le contrôle du secteur névralgique. Nous avons pu signer des accords avec des partenaires pour pouvoir lancer ce qu'on appelle le Triple Play, c'est-à-dire la possibilité d'avoir dans chaque maison, chaque village, chaque appartement, chaque bureau, l'Internet, la téléphonie fixe et également la télévision à travers l'outil de transmission qui est la fibre optique. Donc c'est ce qu'on appelle la fibre to the home. Le Triple Play fera face à une rude concurrence de la téléphonie cellulaire et connexion Internet sur téléphone portable aujourd'hui à la mode. Les récurrents problèmes d'électricité en RD Congo ne facilitera pas non plus ces vastes projets chiffrés à environ 200 millions de dollars américains. Une télé, une connexion à un téléphone, c'est aussi de l'électricité. Parce que Kinshasa, il faut se le dire, les 24 communes ne sont pas électrifiées. Mais comment les gens auront accès au téléphone fixe, Internet, télévision sans avoir l'électricité? Donc là aussi, c'est des problèmes auxquels les autorités doivent s'y atteler. Triple Play fait partie de la relance du secteur des postes et télécommunications en République démocratique du Congo dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila. Les grandes villes du pays, dont la capitale Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Kolwezi, sont visées en premier pour le lancement des travaux. Mais les observateurs estiment qu'il faudra au préalable s'assurer du bon fonctionnement de la fibre optique pour la réussite du projet. Alfred, l'initiative est louable, mais est-ce réalisable quand la fourniture d'électricité n'est pas totalement assurée? Voilà, mais vous savez, Fanny, les autorités congolaises ont cette habitude de mettre la charrue avant le bœuf. Et donc, du coup, et puis après, à coup des tam-tam, on annonce la création de ceci, la mise en place de cela, sans tenir compte justement de la réalité de ce pays-là. Pour une ville comme Kinshasa, qui a en gros 24 communes, les communes sont électrifiées. Mais le vrai problème, c'est les délestages. Il n'y a pas d'électricité. Et parfois, quand il y a l'électricité dans tel coin de la capitale, dans l'autre, sur une même rue, une même avenue, on peut avoir d'un côté de l'électricité, de l'autre, on ne l'a pas. Et donc, c'est un problème énorme. Donc il faut d'abord régler le vrai problème qui est celui de l'électrification, de l'électricité de la RD Congo. Il y a Inga qui est à côté, on a mal géré Inga 1, Inga 2. Aujourd'hui on en est à penser à Inga 4, le grand barrage d'Inga, mais ça nécessite de moyens colossaux. Aujourd'hui il y a la téléphonie mobile, il y a l'accès à l'Internet. Grâce à la téléphonie mobile, je crois qu'on aurait intérêt justement à développer cela. Enfin, quand on dit Triple Play, qui est-ce qui a la capacité à Kinshasa, restons simplement dans la capitale, à accéder justement à ces Triple Play? Ça nécessite qu'on ait un emploi stable, qu'on ait un salaire qui le permette. Donc du coup, on va se retrouver, comme cela est souvent le cas en RD Congo, avec une fracture entre les riches et les pauvres. Les riches pourraient avoir accès à ce Triple Play, mais les pauvres n'en auront pas la possibilité. Et donc on crée des inégalités comme ça. Et je pense qu'il faut sortir justement de cette manière de gouverner, de diriger ce vaste pays, qui est chaotique et malheureuse. Samuel, Alfred parlait du mobile, Internet sur mobile. Alors justement, est-ce que ce triple service peut concurrencer Internet sur mobile, plus prisé par les Africains en règle générale? Je pense que ce sera l'un des défis majeurs de ce Triple Play.
Et Alfred soulignait à juste titre qu'il faut arrimer cette initiative à la capacité du pays à résorber le taux de chômage. Je pense que pour avoir plusieurs abonnements, à la fois un service Internet sur son portable et avoir Internet à la maison, la télé et un téléphone fixe, c'est bien beau et cela correspond bien à une certaine classe. Moi, je pense que nous vivons des inégalités criantes en Afrique et il faut éviter une fragmentation des sociétés parce que cette fragmentation des sociétés servira à d'autres acteurs qui tournent autour. Ce sont les groupes armés terroristes. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut prudemment gérer les ressources de l'État, voir les principales priorités. À quoi ça sert d'investir massivement dans un secteur qui ne sera pas porteur pour l'ensemble de la population. Je trouve que le directeur de la compagnie nationale est un peu dans son argumentation, il exagère un tout petit peu parce que s'il parle de toutes les maisons, je ne vois pas, déjà si je prends simplement Kinshasa avec plus de 10 millions d'habitants, je ne vois pas si ces 10 millions d'habitants pourront avoir accès à tous ces services. Je ne veux pas parler des localités qui sont profondément enclavées et qui n'ont entendu le bruit de moteur que parce que l'avion a circulé par là. Donc je ne sais pas comment tout cela va s'articuler au cours des mois ou des années à venir. Je pense qu'il y a des priorités en République démocratique du Congo qui nécessitent l'expression de l'autorité de l'État que d'investir dans des secteurs qui ne sont pas porteurs pour l'ensemble de la population. Merci. Dans l'actualité également, le Maroc pourrait fournir bientôt l'énergie éolienne la moins chère du monde. C'est en tout cas ce qu'indique le ministère marocain de l'énergie. Elle sera produite par le parc éolien de 850 MW de capacité qui sera mis en place par Nareva et coûtera aux alentours de 25 $ le mégawattheure. Gladys Mamba. Le Maroc devrait fournir l'énergie éolienne la moins chère du monde. Une annonce faite par le ministère marocain de l'énergie à la conférence internationale sur l'énergie renouvelable qui s'est tenue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis du 18 au 21 janvier 2016. Un parc éolien de 850 MW devrait être à l'origine de cette énergie abordable. Je crois qu'avant de parler de moins cher, il faut quand même raisonner d'un point de vue commercial quand même. Vous savez que lorsque une denrée existe, elle ne devient moins chère que lorsque la concurrence est forte. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas encore beaucoup de concurrence concernant les énergies renouvelables et plus précisément celle concernant l'éolien. Donc je crois que oui, l'énergie peut-être sera moins chère, mais pas dans l'immédiat. Dans l'avenir, très certainement, mais aujourd'hui, on ne peut pas déjà parler d'une baisse des coûts par rapport à ce type d'énergie. Grâce à cette énergie éolienne, le coût moyen de cette énergie devrait être facturé entre 25 et 30 $ le mégawattheure. Le kilowattheure reviendra en moyenne à moins de 30 centimes aux consommateurs marocains, une économie considérable par rapport au prix moyen de l'énergie produite avec les techniques traditionnelles qui est de 90 centimes le kilowattheure. Je suis content aujourd'hui que le Maroc fait partie des pionniers, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais peut-être parmi les pionniers dans le monde pour la promotion des énergies renouvelables. C'est une chose qui a été retenue au niveau de la COP, de privilégier ce type d'énergie, mais parler déjà du mix énergie solaire et énergie éolienne en même temps, bon, c'est un peu osé ou audacieux, mais rien n'est impossible. Le royaume chérifien est dépourvu de ressources pétrolières et gazières et importe la quasi-totalité de ses énergies fossiles. Miser sur l'énergie éolienne est donc une alternative intéressante pour ce pays qui dispose de gisements d'énergie renouvelables considérables. Ce projet d'énergie éolienne fait suite à la volonté du Maroc de créer le plus grand parc d'énergie solaire au monde qui doit éclairer près de 6 millions de foyers. Alfred, que pensez-vous de cette promesse du ministère marocain de l'énergie qui promet l'énergie éolienne la moins chère du monde? Je pense que le Maroc a d'abord pris le bon bout en termes de cette énergie, de ces énergies renouvelables. Comment il a commencé avec l'énergie solaire. Il y a des parcs qui sont en train d'être constitués. Et puis, il y a l'énergie éolienne, en veux-tu, en voilà. Je pense que ça, c'est d'un de deux. Le Maroc y arrivera parce que, et là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Koumba dans ce qu'il dit. Non. Dès le moment où il y a
compétitivité au niveau du marché de ces deux énergies pour les Marocains. Et que de l'autre côté, aujourd'hui, le Maroc dépend beaucoup justement de ces énergies fossiles, le carburant, on achète de l'essence, etc., les hydrocarbures. Ça coûte beaucoup au budget de la nation. Mais les investissements qui sont faits dans ces énergies renouvelables vont être payants pour les Marocains, puisqu'au fond, là, on va bientôt inaugurer ce parc de 850 mégawatts d'énergie éolienne. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si 1 million des Marocains sont connectés, liés à cette énergie et bénéficient de cette électricité, au prix qui est fait, ça permet justement de faire rentrer le plus possible de gens dans l'accès à l'énergie, et donc ça signifie la consommation, etc. Ça multiplie de possibilités. Et puis pour les entreprises aussi, qui ont besoin d'énergie pour faire tourner les machines, c'est important. Je crois que le Maroc a fait vraiment le très bon choix de ce mix énergétique. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour, il concerne toujours le Maroc. Dans la zone UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, près de 51% des agences pourraient être créées par des banques marocaines d'ici les 10 prochaines années. Les établissements marocains sont en effet présents sur la quasi-totalité de la zone, la plupart du temps dans les top 3 locaux. Samuel, comment expliquer cette prédominance des banques marocaines dans la zone UEMOA ? Je pense que le Maroc a pris déjà le contre-pied des banques occidentales après la crise bancaire des années 90-94. Et ils se sont bien préparés parce qu'ils avaient un secteur bancaire en très forte expansion. Et compte tenu de la demande intérieure, il fallait peut-être diversifier les pôles de rayonnement. Et le terrain d'expérimentation, c'était l'Afrique au sud du Sahara, et notamment les pays qui présentaient beaucoup plus d'activités économiques. Et l'UEMOA est l'une des régions d'Afrique qui a des économies qui sont beaucoup plus intégrées que d'autres régions. Je fais allusion à l'Afrique centrale, mais je pense que s'ils ont clairement identifié la région d'Afrique de l'Ouest comme potentiellement une zone d'expérimentation et un point de départ pour la diversification de leur pôle d'excellence, c'est justement parce qu'ils ont une ambition, ils se sont rendus compte que c'est un marché porteur, et cela leur permet non seulement de contrôler l'activité économique, mais de pouvoir identifier les secteurs d'investissement, parce qu'ils ne font pas simplement dans le secteur bancaire. À partir du secteur bancaire, on peut très clairement identifier les autres pôles d'excellence économique dans le pays, et c'est une source d'information, la banque, et ils utilisent très bien ces différents éléments pour pouvoir accroître leur influence et leur rayonnement, non seulement en Afrique, mais aussi au-delà du continent. Alfred, rapidement, il y a une réelle stratégie africaine chez les banques marocaines? Mais pas seulement des banques marocaines. Hein. On a vu ce que Attijari Wafa fait dans le financement des projets en Afrique au-delà du Sahara, subsaharienne, et pas seulement dans la zone UEMOA. Ça participe de cette politique, de cette volonté du roi du Maroc, justement, de renforcer la présence marocaine au sud du Sahara, mais aussi de renforcer la coopération sud-sud. Et cette politique passe justement par non seulement le secteur financier, bancaire, mais aussi par d'autres secteurs d'expertise. On parlait de l'énergie solaire et éolienne. Le Maroc est dans ce secteur-là aussi, dans beaucoup de pays africains, et puis dans le domaine agricole aussi. Et donc, il y a une forme de cohérence justement à faire que les banques puissent continuer à soutenir ce projet justement de déploiement du Maroc au sud du Sahara. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacrée à l'agro-industrie. Jean-Paul Aureau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alfred, merci d'avoir été là. Très heureux de vous avoir retrouvé sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Merci, et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur dis merci de leur accueil encore. Et Samuel, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.